Bonjour messieurs, dames, bienvenue sur ce Hacking Lab au sein du FIC. Nous sommes avec messieurs Elkouri et Duchet de chez Knock Knock et qui viennent nous parler de l'intelligence artificielle au service des Red Teams. Je vais laisser ces messieurs faire leur présentation et puis le format ne change pas. 25 minutes de présentation avant 5 minutes de questions-réponses avec lesquelles vous aurez la possibilité d'interagir avec le micro. N'hésitez pas à prendre également connaissance du stand sur lequel se trouve Knock Knock car les discussions pourront s'y poursuivre après leur présentation. Bonne conférence à tous. Merci beaucoup et bonjour à toutes et à tous. Courageux que vous êtes de durer jusqu'à la fin de ces 3 belles journées au FIC. Encore merci au FIC d'avoir organisé pour la première fois cette tribune qui nous permet de vous démontrer et de vous partager ce que nous cherchons à faire chez Knock Knock. Donc Knock Knock est une entreprise bordelaise qui existe depuis un peu plus d'1 an et qui cherche à renforcer les capacités d'audit et de tests d'intrusion au sein des organisations de toute taille. Et donc, on va se baser beaucoup sur l'intelligence artificielle et l'automatisation pour réaliser cela. Donc, les objectifs de la démonstration, c'est de vous montrer sur un petit système d'information représentatif. Alors petit, parce que le temps nous est compté, et comme ça, on peut suivre pas à pas les différentes étapes du test d'intrusion qu'on aura automatisé. On va également parler de Deep Reinforcement Learning, technique d'apprentissage par le renforcement, qui est une sous-rubrique de l'intelligence artificielle et sur laquelle on se base pour réaliser ce qu'on a à réaliser. On va vous présenter le scénario et puis on va suivre ce test d'intrusion automatique pas à pas grâce à un environnement virtualisé qui est sur ce PC. Et on finira par les limites, parce qu'il y en a, et on va chercher à les surmonter. Et j'espère qu'avec certains d'entre vous, on aura l'occasion de les surmonter ensemble sur des environnements de plus en plus complexes qui donneraient tout leur sens à ce qu'on cherche à développer. Donc, on ne vous apprend rien en vous disant que les Red Teams, aujourd'hui, dans les organisations, ont en charge d'éprouver la sécurité du système d'information par différents biais. Ça peut être de l'ingénierie sociale, ça peut être des tests d'intrusion, ça peut être d'autres choses, des tests d'intrusion externes ou internes. Donc, le but, c'est d'identifier les vulnérabilités, d'éprouver les équipes et les systèmes de défense, d'identifier des chemins d'attaque et après, bien sûr, de remédier à tout cela en mettant en place un certain nombre d'actions correctives. Alors, il s'agit également ici de pallier à une pénurie de compétences. La compétence de pen testing, de pen tester, se raréfie. Et quand elle se raréfie alors que la cybermenace explose, les prix et les tarifs explosent. Et on faisait appel 1 fois par an à un pen tester. Maintenant, on fait appel 1 fois tous les 2 ans sur des périmètres de plus en plus limités. C'est encore plus frustrant alors qu'on est dans des systèmes d'information qui, par essence, par définition, sont mouvants, dynamiques. Donc, il faut qu'on se muscle pour qu'on puisse rééquilibrer un peu les choses. Et c'est l'objectif et c'est notre raison d'être. Alors, donc, pourquoi s'appuyer sur l'intelligence artificielle? Parce qu'elle va nous permettre justement de reproduire les comportements et les stratégies de tests d'intrusion cyber. Donc véritablement, ce qu'on cherche à faire, encore une fois, ce n'est pas de remplacer les pentesters, mais c'est de leur prémâcher le travail, de les aider, de mettre dans leurs mains un outil qui leur fait gagner en temps et en efficacité. Et bien entendu, cette intelligence artificielle va nous permettre d'interagir automatiquement avec le système d'information et de prendre des décisions sur un certain nombre de critères au fur et à mesure que le processus intrusif se déroule. Alors, je vous ai parlé de Deep Reinforcement Learning, c'est juste qu'on le situe bien dans la constellation de ces cercles un peu concentriques de l'intelligence artificielle. Donc, c'est au sein même de l'IA qu'il y a le machine learning, au sein duquel il y a les réseaux de neurones et au sein duquel il y a ce cercle noir où il y a le deep learning. Alors, juste également pour vous fixer les idées, le Deep Reinforcement Learning a été utilisé pour battre au Go le meilleur joueur de Go. Voilà. Donc, quand on regarde un peu un jeu de Go et on regarde un peu un système d'information avec des attaquants et des défenseurs, il y a quelques similarités qu'on cherche à exploiter. Alors, le Deep Reinforcement Learning, ça se base sur quoi? Donc, on va mettre un petit agent qui est nous qu'on appelle le hacker in residence, un hacker à demeure, un agent logiciel qui va émuler, qui va jouer ce rôle de pentester. Et on ne va pas lui dire quoi faire ni comment faire. On va lui dire tu es là, voici le terrain de jeu. Et après,
les décisions que l'agent va prendre vont être basées sur un système de récompense. Okay, bon. Également, pour simplifier, la récompense peut être une carotte et ça peut être l'inverse de la récompense, un bâton. Donc, si on voit que l'agent, à un certain moment, s'obstine à se cogner les murs contre une machine qui n'est pas critique, c'est qu'il se fourvoie. Donc, on va lui taper un peu sur les doigts. Alors que si jamais il se dirige intelligemment vers une machine qui recèle des données qui ont de la valeur pour l'entreprise, là, il va avoir une carotte. Et c'est grâce à ces itérations, ces N itérations, qu'il va se muscler, qu'il va devenir plus intelligent. Et on l'espère un jour plus intelligent que la menace qui nous guette. Donc ça, c'est pour le cadre global. Je vais laisser la main à Arthur pour le cas de démonstration. Mais avant, juste, ce cas de démonstration, il est sur un petit système d'information, comme je vous l'ai dit, parce que le temps nous est compté. Ce système d'information est constitué de 2 VLAN, le VLAN 1 et le VLAN 2. Il y a en tout et pour tout 6 ressources IT, 6 postes qui sont connectés, avec des adresses IP. Il y a un poste qui est quelque part mitoyen ou qui a 2 pattes, une sur le VLAN 1 et une sur le VLAN 2. Et nous, notre HIR, le petit robot là, il va démarrer là où il va démarrer. Donc, il va démarrer avec une adresse IP qui lui a été attribuée dynamiquement ou statiquement. Et c'est à partir de là que l'histoire va se dérouler. Je vais laisser la main à Arthur. Merci Adi. Du coup, oui, effectivement, là, c'est l'environnement sur lequel va se dérouler le test. Maintenant, en entraînement, l'agent, il s'entraîne sur des environnements qui sont variés, qui vont de 5 à 50 machines, Windows, Linux. À chaque fois qu'il déroule un scénario, il est en face d'un environnement qui est différent. D'accord ? Donc voilà l'environnement. Voilà aussi la capacité d'action de l'agent. En fait, aujourd'hui, il a un pied dans le SI, donc on ne s'occupe pas des étapes de reconnaissance, de développement des ressources. Par contre, il a bien son accès initial. Il va être capable de découvrir son SI, d'exploiter des failles, de découvrir les processus qu'il y a sur une machine, d'élever ses privilèges, derrière de faire des mouvements latéraux, et vous le verrez aussi, d'installer ses outils, de poursuivre son attaque. Donc là où il y a des points bleus, c'est qu'on a déjà automatisé un certain nombre d'outils. Là où c'est des bleus clairs, c'est que c'est à notre roadmap. Et là où c'est violet, c'est qu'a priori, on ne le fera pas. On a des super concurrents qui font déjà le taf sur ce sujet-là. Voilà. Donc aujourd'hui, à cause du temps qui est parti, on a choisi de simuler un certain nombre d'outils qu'on vous a indiqués ici. Donc tout ce qui va être scan de sous-réseau, scan de service, recherche d'exploits, scan local. Ici, c'est simulé, c'est pas de la réalité, même si on sait le faire. Par contre, ce qui est réaliste, c'est tout ce qui va être exploitation à distance, élévation de privilèges, la mise en place d'un interpréteur et la partie proxy. Okay. Et donc, si ça vous va, on va passer à la démonstration. Et pour ça, d'abord, je vais vous présenter l'environnement sur lequel on travaille. En haut à gauche, vous retrouvez le petit nuage, c'est le Hacker and Residence. Donc, c'est notre robot, c'est notre point de départ. Au début, il a juste conscience de sa propre adresse IP et pas du reste. D'accord ? À droite, vous avez les 3 IP qui sont dans le réseau 1. À gauche, les 3 IP qui sont dans le réseau 2. Et celle qui est un petit peu en bas à droite, là, c'est la 1.100. Elle est dans le VLAN 1 et le VLAN 2. Okay. L'objectif qu'il a ici, c'est de compromettre un maximum de machines. Clair ? Et donc, si ça vous va, on va lancer ce petit agent sur le réseau. Pour ça, j'actionne l'agent. Hop là. Donc là, il va charger un certain nombre de modules qui sont des paquets de deep learning, son réseau de neurones. C'est un modèle pré-entraîné. Donc là, normalement, il est compétent, il devrait s'en sortir. Sauf effet démo, on verra. Okay. Alors du coup, c'est parti. C'est parti. Et sa première action, est-ce que je vois ma souris ? Ouais, elle est là. Okay. La première action qu'il a prise, c'est de scanner le sous-réseau. Donc il va vouloir voir ce qu'il y a autour de lui. Il a identifié 3 machines, la 1.100, la 1.15, la 1.10. Okay. La première chose qu'il va faire ici, c'est cibler la machine 1.10. Là-dessus, il va faire une action remote, un scan. Donc, il va chercher à découvrir en fait, les services et les vulnérabilités qu'il y a sur cette machine. Ici, il ne trouve rien. Okay, donc, 0 port ouvert, 0 exploit. Donc, il ne trouve rien. A priori, il n'y a rien à faire. Et donc, logiquement, il passe à la 1.100. Il refait la même chose, donc il fait un scan, ici simulé, je rappelle. Il trouve 4 ports ouverts et un exploit potentiel. Donc une faille et un exploit qui va avec. Donc là, qu'est-ce qu'il décide de faire ? Il continue d'attaquer la 1.100 et il utilise l'exploit distcc daemon command execution de Metasploit.
Oui, je ne l'ai pas rappelé ici, mais tous les exploits qu'on utilise aujourd'hui sont ceux de Metasploit. Ce n'est pas limitant, on pourrait en faire d'autres, mais là, pour l'instant, c'est là-dessus qu'on est parti. Et donc, il va faire son attaque remote sur la 1.100 depuis son adresse IP de départ, la 1.250. Il a choisi une payload, l'exploit se passe bien et il a un accès 1 sur la session de la 1.100. Il a installé son interpréteur et là, il choisit d'aller sur la machine 1.15. Donc, il a eu son niveau 1 et là, il va sur la 1.15, il fait son scan. Donc, de la même manière, là, il va trouver un port ouvert, un exploit. Ça va être la même chose. Ici, l'exploit est un Samba username nmap script, command execution. Et donc là, c'est le même principe. Il attaque la 1.15 depuis la 1.250. Il utilise sa payload. L'exploit, il se passe bien ici. Il obtient son accès niveau 1 et la session daemon. Il met l'interpréteur. Derrière, il poursuit sur la 1.15 et il va tenter de faire un scan de process. Okay, donc, il a bien son accès local. Il fait un scan de process. Et donc, il va trouver qu'il y a un OS et un exploit potentiel pour faire une élévation de privilège. Donc là, c'est pas forcément bon signe si ça dure longtemps comme ça, mais il tente de faire une élévation de privilège qu'on appelle ici Linux udev Letnik. Donc oui, c'est un vieux PC avec un vieux process, mais c'est pour l'objet de la démo. Et donc, il a choisi sa payload et normalement, ça se lance. Donc là, il est en erreur. Il est en train de réessayer. Hop. Et voilà, ça s'est bien passé. Donc, il a obtenu son accès route à la machine. Donc, c'est accès niveau 2. Donc, ça s'est bien passé. Il upgrade son interpréteur et il passe à la 1.100. La 1.100, il va faire la même chose. Il va faire un scan de process qui est simulé ici, je le rappelle. Il va identifier un exploit. Ici, il repart sur un udev, décidément. Et il lance son élévation de privilège qui se passe bien. Il retombe sur une session de niveau 2, donc route. À partir de là, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire un scan de sous-réseau sur la machine 1.100. Ça tombe bien, il a de la chance, il avait une chance sur 2. Et il va trouver 3 nouvelles IP, donc que vous voyez ici. La 2.14, la 2.11 et la 2.13. Et là, globalement, ça va être le même process. A priori, il va refaire à peu près la même chose. Il va cibler la 2.11, okay. Il va faire un scan de service, il va ici rien trouver, donc après il va passer à la suivante, donc il passe à la 2.13, donc il va refaire son scan, ici il trouve 2 exploits potentiels, okay. Il reste sur la 2.13, il va tenter l'attaque Elasticsearch Dynamic Scripts, et là la petite différence qu'il y a par rapport à avant, c'est qu'il initialise un proxy sur la machine 1.100 qu'il a compromis précédemment pour attaquer la machine 2.13. Donc là, il n'y a pas de payload préféré, il en prend une par principe, l'exploit se déroule bien et il a son accès route directement. Facile. Ensuite, il passe sur la 2.14, il fait son scan, il trouve un exploit, on va retrouver la même chose. Okay. Il refera toujours son proxy pour attaquer depuis la 1.100, enfin la 2.100 du coup en l'occurrence. Et là, du coup, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de faire son attaque à partir de proxy. Donc ça dure un peu de temps. On va voir si ça passe. À voir. Il nous met un peu de suspense, logique. Mais bon, voilà un petit peu le principe. Normalement, si tout va bien, il va continuer de dérouler l'attaque sur toutes les IP qui sont disponibles. S'il n'y a rien, il passe l'IP. Et puis en fait, s'il y a de quoi faire, il va utiliser un exploit et tenter d'élever ses privilèges au maximum. Là, je ne sais pas trop pourquoi ça ne bouge pas, l'effet démo. C'est jeudi, il est fatigué comme tout le monde, apparemment. Ok. En attendant qu'il a... Ah, ça frémit. Yes. Donc là, il recommence. Avez-vous des questions à ce stade pendant qu'il cherche à se frayer un chemin dans ce labyrinthe? S'il y a des questions... C'est bon, du coup, il a son accès route. Ah. Prends la question. Oui. Allez-y. Vous avez un report à la fin? Des actions menées pour un audit, pour une réponse à un auditeur? Yes. Là, aujourd'hui, on log toutes les actions qu'il prend. Sur quelle machine, à quelle heure, à quelle seconde près. Okay, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a ciblé? Quel outil il a utilisé? Quel payload? En fait, c'est un script, il récupère tout. Aujourd'hui, on n'a pas encore développé l'interface de génération de rapports automatiques, mais bon, c'est bien, on l'a bien en tête. On est en train de le faire. Et ça, c'est ça principal. Ouais, avoir un contrôle GUI, ça serait l'idéal quand même. Oui, ça pourrait être pas mal.
On va poursuivre les questions. Alors, juste avant d'aller sur les questions, on va juste finir la présentation. Okay, on n'en a pas pour longtemps, c'est promis. Donc là, on vous a montré l'attaque. Il est arrivé au bout de son sous-réseau, donc il a tenté d'attaquer toutes les machines. Il a eu son accès route sur la machine qu'il pouvait. Il a eu zéro accès sur la machine où il ne pouvait rien faire. Et donc, c'est fini. Il a vérifié qu'il n'y avait plus d'IP disponible avec un dernier scan de sous-réseau ici. Et donc, ici, l'attaque s'arrête et il devrait générer un rapport et montrer des visus qu'on n'a pas pour l'instant. Donc, si ça vous va, on va passer juste à la dernière slide où on voulait parler un petit peu des limites de cette attaque et des perspectives qu'on a sur ce type de hacker. Je ne sais pas si Adi, tu veux y aller là-dessus. Tu me laisses. Oui, je te laisse ça. Alors, donc, les limites, aujourd'hui, c'est la capacité qui est limitée d'action, qui est limitée par la toolbox. Alors, c'est un agent, c'est un peu comme un robot aspirateur qui se faufile dans le labyrinthe. Et à un certain moment, le robot aspirateur va choisir une brosse plus ou moins épaisse, plus ou moins fine, plus ou moins capable d'aller dans les recoins. Aujourd'hui, on est limité par la richesse aujourd'hui de notre toolbox. Aujourd'hui, notre toolbox comprend un certain nombre d'outils qui seront amenés à s'étoffer, à se complexifier. Donc aujourd'hui, on est limité justement par la toolbox, mais c'est donc l'agent va se muscler proportionnellement à cette toolbox qu'on est en train de constituer et qui d'ailleurs comprend beaucoup d'outils open source. C'est très important également pour nous de souligner cela. Juste pour compléter l'intérêt du Deep Reinforcement Learning, c'est justement de pouvoir développer facilement des comportements sans avoir à les scripter. Ce qu'on vous a montré, a priori, on peut faire un script, il n'y a pas de souci. Par contre, plus on va rajouter d'outils, plus on va complexifier le système d'information qu'on aura en face, plus la partie intelligence artificielle aura tout son sens. Okay. Là, l'idée, c'était vraiment de vous montrer qu'on pouvait interagir avec une toolbox avec cette intelligence artificielle. Puis maintenant, c'est à nous de faire en sorte qu'elle devienne de plus en plus intelligente et qu'elle ait plein d'outils. Et justement, c'est pour ça qu'on est preneur de bac à sable, d'environnements de plus en plus complexes, parce que c'est là où l'intelligence artificielle va apporter toute sa valeur. Donc ici, la limite également dans le rectangle violet, c'est le système d'information que vous avez vu, qui peut être celui d'une TPE, d'une toute petite entreprise ou d'une start-up dans un premier temps. Donc on est limité par ça. Après, il y a beaucoup de questions, peut-être que j'anticipe sur certaines de vos questions. Vos prédécesseurs, hier et avant-hier, nous ont posé des questions sur le gage de confiance. C'est-à-dire, c'est un automate. À un certain moment, il va choisir, il va piocher un exploit, il va choisir une arme numérique et il va la lancer. Donc on nous pose la question, quelle garantie vous apportez par rapport à cet exploit? Est-ce qu'il risque pas de produire des effets de bord? Est-ce qu'il risque pas de produire des choses qui ne sont pas escomptées? Alors la première réponse qu'on donne, nous, souvent, c'est on va les sélectionner, les exploits, on va les tester nous-mêmes. On va également nous nourrir de manière crowdsourcée de tout ce qui se dit sur Internet dans la communauté cyber et des chercheurs comme retour d'expérience sur cet exploit. Donc ça, c'est un premier gage, quelque part, de garantie et de confiance. Après, ce qu'on va faire, c'est qu'à tout moment, on souhaite qu'un humain puisse interrompre le petit robot et appuyer sur suspendre, mettre en pause, arrêter. Ça, c'est très important. On ne veut pas que l'automate échappe à l'humain. Et la troisième chose qui serait le scénario le plus idéal, dans les entreprises qui ont pu cloner en pré-prod, en pré-production, tout ou partie de leur système d'information, c'est qu'on puisse, par le biais de cette virtualisation, de ce clonage partiel ou total, lancer notre robot sur le clone. Et à ce moment-là, on peut laisser libre cours aux itérations, aux tentatives et à tout ce qui s'ensuit. Donc, c'est ce que je vous disais. Donc, les perspectives, c'est un contrôle continu tout le temps. C'est également la logique du multi-agent. C'est très important de savoir qu'aujourd'hui, quand on fait un pentest réel, manuel par un humain, lorsque l'humain finit le scan et commence à exploiter des vulnérabilités, il ne va pas rescanner derrière. Mais qui nous dit que pendant qu'il est dans la phase 2 ou 3, dans un vrai système d'information, il n'y a pas, parce que le système vit, il n'y a pas un port qui s'est ouvert derrière son dos, où il y a une adresse IP qui s'est branchée, etc. Donc dans la logique du multi-agent, on va avoir l'agent 1 qui termine, il se clone, il poursuit son intrusion, et derrière lui, il y a un agent qui continue à scruter, et si jamais il voit un Velux ou une trappe qui s'ouvre, il va dire à l'agent 2, attention, dans ton dos, il y a un ventre mou, va falloir peut-être que tu t'y intéresses. Donc ça, c'est très, très puissant et très intéressant comme perspective.
Également, ce qu'on peut envisager avec ce type d'outil, c'est d'entraîner les cyberdéfenseurs, ce qu'on appelle d'ailleurs en anglais le design under fire, c'est-à-dire je conçois le système, je le mets en place sous le feu nourri de l'ennemi. Donc là, face à des équipes de cyberdéfenseurs, on peut mettre un ou plusieurs HIR, les lancer et voir comment les cyberdéfenseurs vont pouvoir contrer ça. Et c'est comme ça qu'on deviendra plus efficace que la menace. Et je pense que c'est notre objectif commun ici au FIC. Et après, bien entendu, quand on essaye d'enfoncer une porte, c'est quelque part qu'on a mesuré sa résistance contre l'intrusion. Est-ce que c'est du double vitrage, etc. Donc là, ça va permettre également d'évaluer dans le contexte l'efficacité des mesures de sécurité et peut-être apporter quelques éléments de retour sur investissement sécuritaire, qui est d'ailleurs le fantasme de tous les responsables sécurité, et on le comprend. Donc, l'empilement technologique sécuritaire, on le vit tous, on le voit tous dans les organisations. À un certain moment, il faut apporter un retour sur investissement et le démontrer. Et ce type de répétabilité, parce qu'il s'agit de répéter à souhait ce type de test, va permettre peut-être d'aboutir à une mesure efficace, des mesures de l'efficacité réelle des mesures de sécurité. Yes. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. On est très actifs sur LinkedIn et un peu plus sur Twitter, depuis que Caroline va nous faire un joli tweet tout à l'heure, et on la remercie pour ça. Si vous avez des questions, des interrogations, des commentaires, nous serons heureux d'y répondre dans les quelques minutes qui restent. Voilà, nous avons du temps, nous pouvons échanger. Donc, merci pour votre démonstration. Je voulais savoir quels sont quand vous entraînez votre IA en deep learning, c'est important de savoir les règles du jeu et quand est-ce que l'IA va gagner. Donc ici, on voit, de ce que j'ai l'impression que vous avez fait, c'est que lorsqu'il a réussi à être root, on va dire que c'est la carotte ultime. Mais qui me dit, est-ce que vous avez une notion de ce serveur-là, justement, c'était un serveur back à sable, ça ne sert à rien d'être root dessus. Et sur d'autres, on voit que c'est un active directory, il a un DC, du coup, c'est un peu plus truc. Et autre, en relation avec l'IA, parce que du coup, l'IA, nous, on veut pas forcément y aller tout de suite parce que ça demande beaucoup de ressources. Donc, qu'est-ce qui va faire pour nous si on investit pour vous, donc qu'on pourra toujours entraîner notre IA avec les ressources qu'on a actuellement et non pas d'acheter plus de machines de calcul. Okay. Du coup, ici, alors, pour répondre à votre première question, il y a la fonction de récompense, elle a plusieurs dimensions, d'accord. Une dimension effectivement où l'IA gagne des points quand elle a un accès root sur une machine, elle gagne des points aussi quand elle a un accès partiel, elle gagne des points aussi quand elle a découvert des machines. Enfin, il y a tout un tas de dimensions qui pour nous semblent apporter de la valeur. Okay, et tout un tas de dimensions aussi qui sont négatives. Donc, si elle n'a pas été discrète, si elle a utilisé des choses à mauvais escient, des exploits qui n'ont pas fait fonctionner, par exemple, on va la punir. Après, il y a d'autres finesses. Hein, c'est compliqué de trouver des bonnes incentives pour un robot qui ne pense pas comme un humain, quoi. Mais bon, on y travaille, ça fait partie du job de data scientist ici. Et pour répondre à votre deuxième question, ici, on ne travaille pas sur des énormes jeux de données. On travaille sur un environnement de simulation qu'on a développé en Python, hein, qui est supposé être suffisamment réaliste pour représenter un système d'information qui serait audité, ou d'ailleurs de multiples systèmes d'information. Donc, en soi, ce n'est pas une question forcément de puissance de calcul. La puissance de calcul, ça va juste définir le temps qu'on va mettre à entraîner un agent, ça ne va pas forcément définir la performance qu'il aura à la fin. Donc voilà, donc en soi, derrière, on peut modifier la fonction de récompense ou l'environnement pour effectivement définir des zones qui ont plus de valeur que d'autres. Ici, l'agent, il devait tout récupérer. Donc il n'y avait pas forcément de carotte, il n'y avait pas forcément de zone sensible, mais on pourrait effectivement lui donner un objectif d'aller chercher, je sais pas, des données personnelles, de faire tomber un système particulier dont il aurait connaissance, mais sans savoir où est-ce qu'il est au départ. Ça peut être une manière de faire. Mais ça dépend des cas et des objectifs de test qu'on voudrait avoir. L'idée, c'est aussi de faire des tests d'intrusion qui sont représentatifs de menaces que vous rencontrez, okay, qui sont en lien avec des analyses de risque et qui, du coup, vont correspondre à des vrais personas, des vraies typologies d'attaques. Y a-t-il d'autres questions ou des éclaircissements que vous souhaiteriez engager?
Du coup, je vais poursuivre. Si jamais dans notre récit, on a des file serveurs donc avec des données vraiment personnelles et du coup, on qualifie ces serveurs comme étant très sensibles. On modifie finalement un peu les règles du jeu. Donc, est-ce que ça nous force, nous, à réentraîner l'IA? Et c'est pour ça que je parlais de puissance de calcul, pour qu'il soit plus pertinent, ou alors faut qu'on attende plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs années pour qu'ils comprennent que à l'intérieur, on veut pas qu'il soit touché. Alors, aujourd'hui, ce sera nous qui entraînerons l'agent. Okay, donc simplement dans la configuration, on vous fournira des agents qui correspondent à vos attentes. Donc est-ce qu'on veut de l'exhaustivité? Est-ce qu'on veut qu'il soit capable d'aller à un point B le plus vite possible? Voilà, c'est des possibilités. Donc là, c'est à nous de vous fournir ces configurations-là. L'évolution, elle ne dure pas plusieurs mois, hein, ça prend moins de temps que ça. Et ouais, du coup, il y a des méthodes d'entraînement à la volée aussi qui existent. Où on pourrait essayer de le faire évoluer et apprendre de situations réelles. Mais bon, ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore mis en place. C'est pour le futur. Quelqu'un d'autre pour une question? Oui. Je voulais savoir la lenteur qu'on a observée sur la démo. C'est pour la démo? C'est par rapport à l'infrastructure? Voilà, pourquoi? En fait, j'ai l'impression que c'est assez séquentiel. Est-ce que dans la vraie vie, il y a des choses qui se font en parallèle? J'imagine demain un SI avec 10 000 postes informatiques, enfin 10 000 serveurs. Voilà, comment vous arrivez à scaler en fait? Là, on aurait pu en lancer plusieurs en parallèle. Ça dépend là de la puissance de calcul de l'ordinateur pour le coup. On peut en mettre sur plusieurs ordinateurs. Et comme vous disait Adi aussi, ce qu'on a en tête, c'est de lui donner la possibilité de se cloner. Okay, donc de rester à certains endroits ou simplement de poursuivre l'attaque en parallèle sur plusieurs aspects. Maintenant, voilà, ça dépend aussi de ce que vous souhaitez comme scénario test. Est-ce que vous souhaitez des attaques qui partent de différents endroits en parallèle? Est-ce que l'idée, c'est surtout de regarder la propagation? Mais à ce moment-là, d'une certaine manière, on a le temps. C'est un robot, c'est pas un humain, donc il peut rester un moment. On peut simuler des choses qui sont peut-être plus proches de la réalité. C'est-à-dire qu'il a la possibilité d'attendre, d'observer, de se cacher pendant 1 ou 2 semaines, le temps de voir s'il y a des IP qui s'ouvrent à certains moments et de faire des attaques qui sont plus propices. Avec ça, on a plus cette limitation du prestataire, du consultant ou de la ressource interne. Donc, en fait, on peut aller au plus près de ce que serait une réelle menace, quoi. Ça répond à votre question? Après, on peut avoir des SI qui sont vachement volatiles en termes de serveurs. Donc, à un moment donné, il faut aussi qu'il y ait un serveur qui est spawné, on veut le vérifier. Le lendemain ou dans les 2 heures, il est supprimé, il n'est plus là, il y en a un autre qui le remplace. Donc, je pense la réactivité, ça peut être intéressant dans certains environnements aussi, quoi. Bien sûr. Ça, oui, parce que vous me posez la question sur le temps qu'on voyait. Le temps de latence qu'on voyait, c'était lié au temps de réponse serveur qu'on voit. C'est une réelle exécution d'un exploit. Donc, si vous le faisiez à la main sur un SI, vous auriez à peu près ce temps d'attente. Okay. De la même manière que pour faire un scan local depuis un proxy, ça peut prendre aussi plusieurs minutes, plusieurs dizaines de minutes. Donc maintenant, ça prendra le même temps pour un attaquant. Ceci dit, on est en veille par rapport à des outils qui seraient plus efficaces plus rapidement. Hein. Peut-être l'équivalent d'un Nmap, peut-être l'équivalent d'un méta-interpréteur de Metasploit. On n'est pas fermé du tout à ça. Aujourd'hui, je vous dis que la toolbox, aujourd'hui, elle est amenée à vivre et à évoluer, et à être optimisée et toujours être en veille par rapport à ce qui existe dans la communauté et sur Internet. Oui, tenez. Toujours sur la rapidité, il y a aussi, est-ce qu'on peut interagir dans le sens justement, si mon robot veut être trop rapide et finit par se faire griller parce qu'il a avancé un Nmap, est-ce qu'à un moment je peux dire hop là, un coup de bâton, tu t'es fait choper? Alors c'est la question que j'ai posée la semaine dernière au 3e larron, 3e associé qui est notre cerveau IA, mais qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. Je lui ai posé la question et on a eu cette réflexion. Est-ce qu'à un certain moment, si le robot il bute contre un tapis parce qu'il mouline sur place, est-ce que je peux, moi, humain, intervenir pour décoincer la situation? Ou, justement, l'inciter à aller peut-être à gauche plutôt qu'à droite? Donc oui, c'est pour ça qu'on a une couche qui va permettre à tout moment
de venir intervenir également humainement par une commande humaine pour décoincer certaines choses ou lui demander de ralentir. On vous entendra pas. C'était pour l'apprentissage, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ma question, c'était plus par rapport au fait que globalement, la Red Team, elle est supposée être discrète, agir en sous-main et pas se faire repérer par les admins 6. En principe, si mon SI est bien surveillé, si je lance un Nmap dans un endroit un peu critique, je suis quand même supposé me faire choper. Ouais. Oui, oui. Du coup, sur l'apprentissage, on peut rejouer les parties en simulation de façon à ce qu'il intègre cet événement dans ce qu'il aura appris. Donc, on peut le faire évoluer en ce sens. Maintenant, ce qu'on vous a montré ici, on n'a pas du tout la notion de discrétion d'utilisation de ces outils. De la même manière, on a le temps, donc le Nmap, là, on brute force, hein, on envoie tous les ports d'un coup, on récupère tout. On pourrait faire ça de façon vachement plus disséminée, de façon à être plus discret, quoi. Et ce qu'Adi vous disait, c'est que typiquement un Metasploit, installer des outils Metasploit sur une machine, si vous avez un EDR, ce sera bloqué. Donc voilà, il va falloir qu'on trouve aussi d'autres manières de pouvoir aussi tester de manière intéressante un EDR ou des SI qui sont équipés de ce type de solution. Et ça fait partie de la musculation et de l'intelligence de l'agent de peut-être parfois exploiter sans scanner. Il sait pertinemment qu'il y a un port qui est ouvert dans un parc Windows. Il sait qu'il y a du 135, du 139, etc., du 445. Donc tout de suite, parce qu'il a estimé que ça maximise ses chances d'avoir la carotte, d'exploiter directement. Donc ça va transiter par un flux qui est autorisé. Il n'y aura pas de Nmap, donc il n'y aura pas d'alerte levée par des systèmes de défense. Voilà. Ça fait partie de ce jeu perpétuel du chat et de la souris, mais qui, grâce à l'automatisation, va pouvoir être joué des milliards de fois. Une autre question? Oui. Pardon, je vous laisse passer le micro. Donc, ça fait peut-être pas partie de vos toolbox, mais est-ce que vous installez des sniffers? Et du coup, quid sur ce que vous avez dit tout à la fin, sur la fiabilité de vos exploits? Est-ce que lorsqu'il finit, il efface aussi tout ce qu'il a mis sur son passage? Alors, je vous remercie pour ces deux questions. Pour la première question, il est clair qu'aujourd'hui, quand on scanne une adresse IP, elle s'annonce d'une certaine façon. Elle peut nous tromper par la bannière qu'elle renvoie, n'est-ce pas? On peut ne pas être précis et savoir quelle est sa contribution métier. Par contre, si l'agent, quand il a un accès quel qu'il soit, en même temps, il lance un sniffer, il voit les trames, il peut déduire que c'est un endpoint qui cherche à interagir avec l'Active Directory, et voici l'adresse IP de l'Active Directory, et donc affiner sa connaissance du système d'information. Donc oui, rajouter un sniffer dans la toolbox fait partie de la panoplie de choses. Et votre deuxième question, c'était sur est-ce qu'il va effacer ses traces? Alors, il peut non seulement effacer ses traces, il devient root, il peut également progresser et couper les ponts qui sont derrière lui. C'est-à-dire couper des ponts pour que justement ceux qui le pourchassent n'arrivent plus. C'est un peu comme dans une guerre, quand on fait exploser les ponts qui mènent vers une ville, c'est pour qu'on ne puisse pas nous rattraper. Donc oui, dès lors qu'il a les accès à privilèges qui vont bien, il peut faire beaucoup de choses. Tout fonctionne. Donc je vais éclaircir un peu sur ce que je disais sur un sniffer, c'est que il attend, on va dire, une trame sur laquelle il voit passer des credentials. Et du coup, lorsqu'il voit ça, il peut rejouer ces trucs. Et c'est sur ça on attend du coup d'une red team que ce soit très persistant. Et lorsqu'on va interrompre, est-ce que quelque chose, une job va nous assurer que le programme en question, le sniffer, soit désinstallé? À poser des questions comme ça, on va vous recruter. Hein. Non, mais vous avez entièrement raison. Ça fait partie de toute l'intelligence. On cherche à reproduire une intelligence en l'automatisant. Il est clair que s'il a une fenêtre d'opportunité comme ça, à un moment propice, peut-être que c'est le bon moment pour attaquer, pour se fendre dans un trafic légitime. Oui, ça fait partie de toutes ces choses-là. Oui, et on nettoie aussi après qu'on soit passé. Donc on ferme nos outils, on désinstalle ce qui a été installé, etc. Oui, comme un pentester. Mais on va par exemple être capable de laisser des traces, d'écrire un fichier, de chiffrer ce fichier, tout un tas de choses, d'exfiltrer des données. Ouais. J'ai une question ici en face. Oui, si vous êtes en mesure de couper les ponts, comme vous dites, ça veut dire que vous avez déjà une capacité de projection en fait de votre agent, ou est-ce que vous avez besoin d'un fil d'Ariane qui vous maintient par rapport à un point central qui vous permet de centraliser votre attaque?
Bon, on a besoin de maintenir un fil d'Ariane. Maintenant, on peut en mettre les fils d'Ariane, je suppose que... Là, je parle sur le contrôle d'Adi. On va pouvoir couper des ponts entre certaines machines, mais si on a accès à plusieurs machines, comme là, il l'avait, il y avait deux sous-réseaux, 3 machines par sous-réseau. On peut couper des accès entre 2 machines. Et puis, maintenir ce fil d'Ariane tout de même, quoi. Mais oui, c'est des questions un peu précises. On n'a pas non plus pensé à tout pour l'instant. D'autres questions, d'autres interrogations ou points d'éclaircissement? Eh bien, je crois qu'on a fait le tour. Oui. Bravo à vous, bravo messieurs. Merci. Merci pour votre présentation.